7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. L'année 2024 est une année politique décisive pour la Belgique, marquée par une série de scrutins importants. Le dimanche 9 juin, les citoyens belges étaient appelés à voter pour les élections fédérales, régionales et, comme nous, européennes. Une période politique intense, donc, durant laquelle chaque bulletin de vote compte pour façonner la direction que prendra le pays. 8,5 millions d'électeurs belges se sont ainsi exprimés au travers des urnes. Si les partis de droite se sont imposés, ces élections ont également vu la percée surprise d'une liste surprenante et pro-palestinienne. Pour en parler, nous sommes avec Alain Destex. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin et sénateur honoraire belge, Alain Destex. Est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler en quelques mots donc en quoi consistent ces scrutins régionaux et fédéraux depuis la France, les auditeurs s'interrogent peut-être quels sont ces scrutins fédéraux et donc quelle importance ont-ils dans la politique belge? Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si la France avait choisi d'avoir le même jour des élections européennes, des élections nationales comme celles que vous allez avoir le 30 juin et des élections régionales comme celles pour les conseils régionaux d'Aquitaine, d'Île-de-France, etc. Donc 3 élections ont lieu en un seul jour en Belgique. C'est assez intense comme période. Les citoyens belges s'y font. Il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que c'est facile de suivre ce rythme politique? On voit qu'en France, déjà avec une élection, on est un peu submergé. Ben non, parce que du coup, il n'y a aucun thème dominant qui est apparu, si vous voulez, puisque les élections concernaient aussi bien les problèmes de circulation routière à Bruxelles que les grands enjeux comme l'immigration, l'intégration ou le pacte vert européen ou le budget, parce que la Belgique connaît un endettement et un déficit budgétaire à peu près similaire à celui de la France. Donc finalement, la campagne électorale a été très confuse avec pas vraiment de thèmes dominants qui sont apparus. Et en fait, s'il y a eu un thème dominant, en tout cas dans certains milieux à Bruxelles, c'était lié à l'islam, où d'une part, l'égorgement rituel des animaux. On a vu donc la classe politique se diviser entre ceux qui étaient favorables à l'étourdissement des animaux avant leur abattage, qui est donc préconisé à la fois dans la religion juive et dans la religion musulmane. Et puis l'autre enjeu qui a pris une importance démesurée, mais un peu secrète, si vous voulez, c'est Gaza. Et une série de partis de gauche ont fait toute une campagne pro-palestinienne, dans certains cas clairement prenant parti pour le Hamas, mais ça n'a pas été une campagne ouverte avec des affiches, des débats dans les médias, dans les journaux, dans les télés. Ça a plutôt été une campagne secrète, ou semi-secrète en tout cas, qui s'est faite de bouche à bouche ou via des chaînes WhatsApp et un peu moins Telegram. Et ça, si vous voulez, c'est aussi la conséquence de l'immigration, notamment musulmane, que Bruxelles a connue depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment un corpus politique où tout le monde se retrouve. Il y a différentes communautés qui ne se parlent presque plus et qui n'ont pas les mêmes intérêts dans le cadre de la campagne électorale. D'où, chez certains partis de gauche, cette campagne en faveur à la fois de Gaza et clairement du Hamas dans un certain nombre de cas, et aussi en faveur de ce qu'on appelle en Belgique l'abattage rituel, donc c'est-à-dire le fait de ne pas étourdir les animaux avant de les abattre, notamment lors des grandes fêtes religieuses comme l'Aïd el-Kébir ou d'autres, avec cette particularité que cet abattage rituel est interdit dans 2 régions de Belgique, en Wallonie et en Flandre, mais reste autorisé à Bruxelles à cause de la présence très importante d'une communauté musulmane. Alors, cette présence donc d'une communauté musulmane, elle crée finalement une réelle fracture communautaire au sein de la population belge. On s'étonne par exemple que cet égorgement rituel, cette question de l'égorgement rituel soit au cœur des débats en Belgique. Oui, c'est un peu étonnant, mais pour cette population musulmane de Bruxelles, apparemment, c'est un thème extrêmement important. Donc, il y a déjà eu un vote
dans le Parlement régional bruxellois. Donc le Parlement régional bruxellois, c'est l'équivalent, si vous voulez, des conseils régionaux en France, mais sauf qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que leurs homologues français. Et donc il y avait déjà eu un vote au sein du Parlement bruxellois sur l'abattage rituel, vote visant à interdire l'abattage rituel et à obliger pour le bien-être animal à étourdir les animaux avant de les abattre. Et ce vote s'était joué à quelques voix près, à 3 ou 4 voix près. Et on avait vu globalement la gauche voter pour cet abattage rituel, le centre se divisait. Et bon, il n'y a pas vraiment de droite à Bruxelles, il y a plutôt un centre droit, mais le centre droit s'y opposait. Donc c'est un thème, paradoxalement, si vous voulez, qui est devenu majeur au cours de la campagne électorale. Et beaucoup de candidats faisaient campagne sur les marchés en disant pour l'abattage. Et en fait, pour l'abattage, ça suffisait à faire comprendre aux électeurs que le candidat était en faveur de l'abattage rituel. Donc, quand même, cette phrase pour l'abattage est devenue une phrase clé de la campagne électorale. Quand on prend C'est un peu surréaliste, je suis C'est désolé, mais ça. c'est comme ça. Bon, quand on prend du recul, c'est une phrase assez surprenante. Alors, parmi ces candidats, il y avait donc Fouad Haïdar, qui était le candidat de la team Fouad Haïdar, et donc candidat assez controversé, n'est-ce pas? Oui, donc c'est un ancien membre du Parti socialiste. Mais le parti, alors il y a le Parti socialiste francophone et flamand, tout est très compliqué en Belgique, je suis désolé. Mais donc Fouad Haddar est un ancien membre du Parti socialiste flamand qui a été exclu à cause notamment de ses positions pro-Hamas et qui s'est effectivement positionné essentiellement sur Gaza et le Hamas et aussi évidemment sur l'abattage rituel. Et si vous voulez, la caractéristique aussi de Bruxelles, c'est que le Parti socialiste, aussi bien du côté francophone que néerlandophone, est un parti devenu, disons, très musulman, dans la mesure où plus de 2 tiers de ses élus aujourd'hui sont des Belges, mais d'origine étrangère et souvent de confession musulmane. Donc ce sont soit des personnes qui sont arrivées ici. En général, il y a 1 ou 2 générations. Ce sont rarement des premières générations, ce sont souvent leurs parents ou leurs grands-parents qui sont arrivés. Mais il n'empêche que plutôt que de s'intégrer, si vous voulez, aux valeurs communes de la Belgique, par exemple la neutralité de l'État, le fait de ne pas porter de signes religieux dans la fonction publique ou au sein des établissements scolaires, le Parti socialiste a de plus en plus développé ce qu'on appelle ici le communautarisme, c'est-à-dire faire plaisir à une communauté en défendant des points politiques voulus par cette communauté, et donc notamment l'abattage rituel, mais aussi le port du voile dans les écoles ou dans la fonction publique. Et c'est devenu assez hallucinant, si vous voulez, si vous allez à la sortie des écoles dans toute une série de quartiers de Bruxelles, vous avez non seulement une majorité de jeunes filles voilées, mais de plus en plus d'abaya ou de longue robe, contrairement à la France, donc ce n'est pas interdit. Donc vous avez ce spectacle quand même extrêmement étonnant de voir des jeunes filles entre 8, 9, 10 ans et jusque des adultes porter des abayas à la sortie de l'école. Et c'est presque plus répandu chez les jeunes générations que chez les anciennes. Alors justement, ce candidat, Fouad Haïdar, il fait une percée assez surprenante, on l'a dit. Ça illustre finalement le poids de cette communauté immigrée en Belgique. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Alain Destex? Absolument, parce qu'il n'a fait campagne que là-dessus. Fouad Haddar n'a fait campagne que sur des thèmes communautaires musulmans et sur Gaza. Et il a obtenu 3 sièges au Parlement bruxellois, donc au Parlement régional bruxellois, et un siège au Parlement flamand, qui représente des Flamands en Flandre. Ceci dit, il faut relativiser évidemment son succès parce que le système électoral belge est d'une complexité infinie et il a obtenu en réalité quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix tout au plus. Donc mathématiquement, ça reste un phénomène très minoritaire.
Mais il n'empêche que le système électoral lui permet d'avoir des députés, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir s'exprimer comme des élus de la nation, qu'ils vont pouvoir accès aux médias, ils vont pouvoir avoir accès aux médias, ils vont avoir pignon sur rue. Et donc le fait d'être élu, évidemment, va leur donner une caisse de résonance encore plus grande qu'aujourd'hui. Donc c'est extrêmement inquiétant. C'est peut-être le début d'un parti musulman à Bruxelles, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir un parti musulman, vu que les partis de gauche, essentiellement, donc le Parti socialiste, le Parti des travailleurs de Belgique, qui est l'équivalent de LFI, et les écologistes, qui sont l'équivalent donc des Verts chez vous, sont déjà très largement infiltrés par le communautarisme musulman et aussi par les frères musulmans, évidemment. Alors, les frères musulmans, c'est plus difficile à savoir parce que personne ne s'affiche comme membre des frères musulmans. Mais enfin, il y a quand même au moins un élu socialiste tout à fait éminent qui a fait une fois publiquement le signe des frères musulmans. Et la Belgique, si vous voulez, est devenue un lieu d'asile pour ceux qui se sentent, entre guillemets, persécutés dans les autres pays. Donc, je vous prends un exemple. Le comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous par votre ministre de l'Intérieur Darmanin, s'est reconstitué en Belgique. Ils ont juste changé la lettre F France en E pour Europe. Et ce comité donc, poursuit ses activités dans une impunité totale en Belgique, alors qu'il a été interdit en France. Donc, on nous vante souvent les mérites de l'Europe. Ben, voilà un contre-exemple, si vous voulez, où finalement l'Europe permet un groupement interdit en France de se reconstituer juste à côté en Belgique. Alors, on n'accueille plus Butler, on accueille, si vous voulez, les extrémistes musulmans. Ouais, c'est un beau progrès. Un certain manque de cohérence, effectivement. On parlait de cette infiltration des musulmans radicaux dans les partis de gauche. Finalement, ce candidat, Fouad Haïdar, il en est simplement à l'étape de l'émancipation, où après avoir infiltré la vie politique au travers des partis existants, ils peuvent commencer à espérer pouvoir exister par eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que ça préfigure ce qui pourrait également se passer en France ? Mais c'est très difficile à dire parce que la France résiste plus, si vous voulez, à cette poussée de l'islamisme que la Belgique. Vous avez encore quand même un État, même s'il ne se porte pas très bien, relativement fort, un État aussi centralisé, ce qui aide beaucoup dans la lutte contre l'islamisme et le terrorisme. En Belgique, le problème, c'est que l'État est faible, l'État est morcelé, et donc les groupes extrémistes ou pas d'ailleurs, parce que vous avez aussi beaucoup de musulmans qu'on pourrait qualifier de rigoristes, c'est-à-dire qui sont non violents, mais qui vivent totalement en marge de la société, c'est-à-dire ils vivent entre eux, ils se marient entre eux, ils n'ont quasiment plus aucun contact avec la société dominante. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut encore parler de société dominante, puisque à Bruxelles, les Belges d'origine belge ne sont plus que 20%. Plus de 60% de la population bruxelloise est désormais d'origine étrangère. Appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, par rapport à la chanson de Jacques Brel qui a ouvert votre reportage, ce Bruxelles de Jacques Brel n'existe absolument plus, si vous voulez. Bruxelles est devenue une ville totalement culturelle où les communautés vivent côte à côte, mais ne se mélangent pas. Pour vous donner un exemple très, très parlant, il y a beaucoup de Turcs. Donc, les deux communautés étrangères les plus importantes sont les Marocains et les Turcs. Ils se marient entre eux, c'est-à-dire que les Marocains se marient entre Marocains. Souvent, d'ailleurs, ils vont chercher une femme, les hommes vont chercher une femme au bled, la ramènent, elle devient belge parce que c'est très facile de devenir belge, et ainsi de suite. Et la même chose en Turquie. Il n'y a pas vraiment de mariage mixte, si vous voulez, ni entre Turcs et Marocains, ni entre Marocains et Belgo-Belges, ou entre Turcs et Mergo-Belges. Mais les Turcs de Belgique votent à 70%, même un peu plus, pour Erdogan et son parti, l'AKP. Alors que Erdogan et l'AKP n'obtiennent que 51 ou 52% en Turquie. Ce qui veut dire que les Turcs de Belgique sont plus islamisés que les Turcs de Turquie. Ouais. C'est qui est quand même un énorme paradoxe, évidemment. On s'attendrait
à ce que les Turcs de Belgique, donc qui ont la double nationalité, puisqu'on ne peut pas perdre sa nationalité turque, soient davantage intégrés et partagent davantage les valeurs laïques de neutralité de l'État, etc. Eh ben non, c'est le contraire qui se produit. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant. La seule chose, c'est qu'en Belgique, on ne s'inquiète pas pour ce genre de choses. Ça ne fait pas partie du débat public. Il n'y a pas de journaux de droite en Belgique, il n'y a pas l'équivalent du Figaro, il n'y a pas l'équivalent de Valeurs Actuelles, il n'y a pas l'équivalent de Radio Courtoisie, d'Europe 1, de CNews. Donc le débat politique et médiatique, si vous voulez, est extrêmement cantonné dans le politiquement correct. Et par exemple, aucun journal belge ne me permettrait de m'exprimer comme je m'exprime à votre antenne, parce que ce serait considéré hors du cadre démocratique normal. Vous parliez de ces communautés qui sont finalement plus islamisées en Belgique que dans leur pays d'origine, en l'occurrence la Turquie. Est-ce que c'est pas une façon d'affirmer justement son ancrage identitaire pour venir vraiment en opposition à la société dans laquelle on essaie de prendre part? Est-ce que vous croyez encore à l'intégration, vous, Alain Destex? Parce qu'on pourrait vous répondre finalement, toutes ces communautés, il suffirait de les intégrer. Oui, enfin, il suffirait, sauf que ça ne s'est pas fait en 50 ans, donc on ne voit pas très bien pourquoi ça se ferait maintenant. Et au contraire, ça tend à s'aggraver. Si vous voulez, le nombre fait tout. Tant que ces communautés étrangères étaient des minorités, on pouvait espérer les intégrer. À partir du moment où elles deviennent de grandes minorités, voire majoritaires, c'est plus possible de les intégrer. Quand dans une classe, dans une école, vous avez 90%, voire 100% des élèves qui sont d'origine étrangère, ça devient compliqué de les intégrer à quelque chose. Ouais. Et donc, l'intégration ne fonctionne plus. D'ailleurs, c'est un concept, vous savez, en France, vous parlez d'assimilation, en Belgique, c'est un concept totalement inexistant, et même intégration devient un gros mot. On parle d'inclusion. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé dans cette interview, c'est une des conséquences de cette situation, c'est l'antisémitisme. Hein. Il existe un antisémitisme absolument affolant en Belgique, qui a été confirmé d'ailleurs la semaine dernière par une enquête statistique qui montre qu'au moins 22% des Bruxellois, et comme par hasard, 22% des Bruxellois, il y a 30 ou 40% de musulmans à Bruxelles, mais 22% des Bruxellois sont ouvertement antisémites et le reconnaissent au sein d'une enquête. Donc le sort et la situation de la communauté juive en Belgique est extrêmement préoccupante. La Shoah, qui fait partie du programme scolaire, n'est plus enseignée dans la majorité des écoles parce que ça suscite des discussions sur Gaza, Israël, la Palestine, etc. Donc les professeurs préfèrent s'en abstenir. Je vous ai dit qu'un grand nombre de jeunes filles portaient le voile ou l'abaya. Les lieux communautaires juifs, notamment les synagogues, doivent être protégés par des plots, par des sas d'entrée, etc. De même que les écoles. Il ne serait pas question qu'un juif se promène avec une kippa à Molenbeek ou dans certains autres quartiers de Bruxelles. Et donc, l'antisémitisme est extrêmement répandu et ne cesse de se développer à Bruxelles. Et là aussi, si vous voulez, les autorités pratiquent un double langage. D'un côté, elles affirment sur le cœur que l'antisémitisme est immonde et ne passera pas, mais d'un autre côté, elles en tolèrent au quotidien des manifestations, et notamment depuis la guerre à Gaza, comme en France, mais toujours de façon plus exacerbée. En Belgique, c'est toujours un peu plus qu'en France, si vous voulez. Tout est plus. L'immigration est plus, l'islamisme est plus, l'antisémitisme est plus. On a les mêmes problèmes que vous, sauf qu'ils sont davantage exacerbés encore. Alors, quand on vous écoute, on a un peu peur pour la Belgique. Hein, je vous avoue, on a l'impression qu'elle est en train de couler, que peu de choses pourraient la sauver. Maintenant, on a quand même certains partis de droite qui s'emparent des thématiques de l'immigration, de l'islamisation. Je pense au Vlaams Belang, par exemple. Est-ce que vous avez espoir que ces partis, ces thématiques puissent émerger dans le débat politique belge, comme c'est en train de se passer en France ? Alors, les élections d'il y a 2 jours, de dimanche, ont quand même été un signe d'espoir, puisqu'on a eu quand même un bouleversement politique majeur. Alors, le Vlaams Belang que vous avez cité fait partie de ce qu'on appelle en Belgique le cordon sanitaire, qui est strictement
appliquée non seulement par les partis politiques, mais par les médias, c'est-à-dire les médias francophones, en tout cas, ne vont jamais donner la parole aux Vlaams Belang. Donc, on ne sait même pas trop ce qu'ils pensent, vu qu'ils ne sont jamais présents dans les médias. Donc, ils sont un peu hors jeu. Mais même en écartant le Vlaams Belang, le dimanche a donné la victoire à des partis de centre droit. Il n'y a pas vraiment de parti de droite en Belgique. Donc, effectivement, on a eu un séisme politique en Belgique tout à fait positif dimanche et qui devrait permettre de freiner un peu cette tendance. Mais ce que je vous ai décrit, si vous voulez, ce sont des lignes de fond, des évolutions de fond, des tendances lourdes de la société qui sont extrêmement difficiles à contrer, même pour un gouvernement. Vous n'avez pas convaincre les Turcs de Belgique soudainement de ne plus voter pour Erdogan et de voter pour des partis laïcs. Donc ce sont des tendances lourdes qui sont extrêmement difficiles, si vous voulez, à diminuer ou à faire régresser. Mais il n'empêche que ce qui est arrivé dimanche en Belgique, c'est-à-dire que pour la première fois depuis longtemps, on va avoir en Flandre, en Wallonie et au niveau ce qu'on appelle fédéral, donc l'équivalent du gouvernement français, des gouvernements de centre droit, ce qui est une excellente chose puisque ces gouvernements étaient dominés par la gauche, et notamment le parti du Premier ministre, qui a été plusieurs fois félicité par le Hamas et qui était quand même assez ouvertement pro-palestinien, a connu une défaite cinglante dans les urnes. Et je pense que du point de vue aussi du conflit israélo-palestinien, la position belge va devenir beaucoup plus modérée, alors qu'avant, elle était alignée sur les pays les plus radicaux comme l'Espagne ou l'Irlande. On va se quitter sur ces considérations positives. Effectivement, il en faudra peut-être plus pour renverser cette tendance de fond, mais on espère que ça arrivera à l'Indestex. Et puis, nous, on va continuer de s'occuper de ce qui se passe en France également, tout en regardant vers nos voisins belges. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes médecin et sénateur honoraire belge. À très vite à l'Indestex.